À 9 h du matin, la terrasse du café est peuplée exclusivement de gens de notre âge qui, comme ils disent, n'ont que ça à faire. Des hommes surtout qui viennent aux nouvelles avant la journée. Et les nouvelles ne sont pas celles du monde, mais celles du coin. Et pour l'heure, elles se résument à une seule question. Est-ce qu'il y aura quelque chose, je veux dire ici à Campagnole, le 14 juillet, le 15 août, etc. Est-ce que les fêtes seront annulées ? Et Gustave m'a dit, tu devrais attendre pour faire ta chronique de la semaine que Macron, par exemple, ait fait son blabla du 14 juillet. Ça te permettrait de parler des fêtes de village et de dire qu'il y a quand même très peu de rapport entre les problèmes sanitaires sous nos platanes et ceux des rêves partis à Saint-Tropez. Mais comme j'allais lui répondre qu'en effet, j'attendrais de voir comment les choses allaient tourner autour de cette fête nationale, il s'est passé un truc qui a complètement bouleversé mon sommaire de la semaine. Figurez-vous que notre original un peu médium, là, un peu joueur de piano, qui fait des retraites dans des couvents la moitié de l'année, le fameux Léon, qui me vaut d'ailleurs pas mal de courriers, a refait son apparition au café en provenance de la ville. Il a rouvert sa maison. On ne savait pas trop où il avait passé le confinement, mais dans sa tête, visiblement, ça n'avait jamais arrêté de bouillonner. Alors pour écouter notre conversation, il y avait aussi Vladimir ce matin-là, le jeune ukraino-russe élevé chez nous par une mère immigrée. Donc tout est venu de ce que Léon a entendu que je mettais en rapport la fête nationale de la nation, etc., celui qui représente la nation, et les perspectives pour la future présidentielle, et que je reprenais assez mollement le discours « c'est terrible, il n'y a personne à droite pour chasser ce gugus », etc. À ce moment-là, Léon nous a fait une sorte de flash, comme on dit chez les voyants, sur la présidentielle. Enfin, plutôt, il a dit à Gustave, c'est pas une voyance, c'est un raisonnement. Mais dans cette modestie précautionneuse, et surtout dans ce qu'il nous a annoncé, il y avait bel et bien les éléments d'une prophétie. Alors je vous résume la chose de manière assez brutale. Lui, il voyait carrément De Villiers, l'ancien ministre, là, celui du Puy du Fou, pas le général, se présenter au dernier moment et gagner comme si tout le monde se disait « Comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt ?» À quoi j'ai répondu, en haussant les épaules, qu'il fallait quand même beaucoup d'argent et de soutien pour se présenter, mais Gustave a répondu, lui, ça... Si la machine a décidé que le Macron devenait un boulet, le gros argent se reportera en masse et en 15 jours sur celui qui permettra de sauver les meubles. Et la seule inconnue qui devient de plus en plus importante, c'est la colère du peuple. Il y a un moment où la finance parie sur qui saura apaiser ou canaliser la colère du peuple. Et dans le cas de Macron, on a la réponse, il ne sait faire ni l'un ni l'autre. Avec lui, la colère s'exalte plutôt, elle déborde et en plus, il dit, si vous ne m'aimez pas, c'est parce que vous ne m'avez pas compris, donc les gens s'énervent de plus en plus. Donc a priori, pour la finance, toutes les solutions qui ne passent pas par celui qui met le feu deviennent intéressantes. On va voir ce qu'il dit pour le 14 juillet, mais s'il nous refait le coup de la menace du confinement dans le genre « soyez sages à la rentrée », ça va très très mal se passer. J'entendais l'autre jour un conseiller de l'avant-dernier président, Guénaud, qui disait à la télévision que la désobéissance civile était un devoir au-delà d'un certain seuil et qu'on ne pouvait pas indéfiniment sortir le carnet de contravention. Il y avait un moment où le peuple redevenait adulte. Et c'est là que nous sommes tournés vers Léon, qui essayait de faire passer son intuition pour un raisonnement, pour nous amadouer en quelque sorte, alors que dans son cas, si on se méfiait un peu de ses raisonnements, on aimait bien ses intuitions. En d'autres termes, il nous avait tellement surpris au village dans ses petites prophéties et voyances, qu'on était assez impatients de savoir pourquoi il voyait De Villiers devenir président. Il a commencé par nous dire... La seule chose que je ne vois pas, c'est comment il se voit lui-même. Mais je sais ce que veut la Providence à son sujet, ça fait longtemps qu'elle le dit, qu'elle le montre, et que personne ne regarde. Tu sais, me dit-il, il s'adressait à moi parce qu'il soupçonnait que j'étais le rapporteur des débats à cause de ma chronique sur Internet. Tu sais que Villiers Puy du Fou, là, a publié il y a 30 ans un livre contre les coupeurs de tête de la Révolution, dont Mitterrand célébrait le bicentenaire à cette époque. En tant qu'aristocrate, en tant que Vendéen, il était sensible aux deux poids, deux mesures. Il supportait pas qu'on glorifie en 1989 les auteurs d'un authentique génocide. C'est un peu comme si Erdogan avait fait du massacre arménien une fête nationale turque. Eh bien, le peuple dont Villiers parlait à l'époque et dont il rappelait le massacre en faisant rire tout le monde, les Jacques Lang, etc., est maintenant debout derrière lui et il sent que son heure est arrivée. Gustave n'avait pas compris ce qui est rare. Il a dit quoi, tu veux dire que les Vendéens sont capables de l'envoyer à la présidence, mais c'est un pourcentage minuscule de la population. Et là, Léon a répondu, mais non, moi je te parle du peuple des morts, ceux qui ont fait la France. Et crois-moi, c'est la majorité la plus écrasante. On parle tout le temps des communautés, du communautarisme, mais la communauté des morts est la plus nombreuse et elle peut balayer toutes les autres.
Dommage qu'elle vote pas, dit Gustave. Ben, ça lui arrive rarement, a répondu Léon, mais ça lui arrive et tout le monde se demande à ce moment-là d'où ça vient. Il y a dans l'histoire des forces qui sont comme une espèce de mémoire morte qui n'attend que le signal pour se réveiller. Il y a en chacun de nous une sorte de récepteur, un poste de radio en veille qui attend la bonne fréquence venue de nos ancêtres, le bon code si tu préfères. Et si tu invoques la mémoire morte de l'histoire de France, si tu fais le code dans le bon sens, la mémoire se réveille. C'est un très vieux thème dans les contes de fées ou dans les films de science-fiction. Quand ils trouvent un vaisseau abandonné, là, à un moment, le héros appuie sur 3 trucs et hop, on voit un rayon bleu qui s'allume. Et bien, l'histoire de France, c'est un peu pareil. C'est un vaisseau mort qui attend son heure et qui, a dit Gustave, a donc, selon toi, trouvé son capitaine. C'est curieux, mais là, Gustave avait l'air un peu séduit par le thème et comme toujours, il a essayé de raisonner ce que l'autre se contentait de sentir, de percevoir comme un voyant. Quand tu parles de code prévu pour déverrouiller la mémoire morte, c'est amusant, a dit Gustave, parce que le parcours de Villiers semble les essayer, ces codes, de manière plus ou moins consciente depuis le début de sa carrière, sans trouver la bonne combinaison. Il continue à essayer sans s'énerver, parce qu'après avoir longtemps pensé que c'était foutu, il est plus ou moins convaincu que ça peut marcher, et maintenant ça lui fait presque peur. Il a fait l'ENA, on dit, ça veut rien dire, mais le peuple croit encore que c'est un gage de compétence et de sérieux. Il a été secrétaire d'État. Il a été député 5 ou 6 fois, député européen, ça c'est pour l'expérience. Il a été souverainiste en même temps que tout ce que compte la France d'esprit estimable face à la Mitterrandie immigrationniste dans les années 80 et corrompu. Ensuite, à un moment où Chirac et Sarkozy commençaient à brader l'industrie et la défense aux États-Unis, il s'est raidi. Il a fait son puits du fou, là. On s'est dit à l'époque, oh, c'est un anti-atlantiste, alors qu'il se retrouve en fait en Floride à recevoir un prix américain, puis 2. Il accepte cette reconnaissance internationale, meilleur parc d'attractions à thème. Donc lui aussi, il accepte d'être dans la main des Américains, tout en gardant son franc-parler sur Maastricht, sur l'immigration, sur les traficotages de la procréation assistée, etc. Pendant que son frère, le général, c'est un peu pareil, c'est un militaire un peu scrognonieux, mais pas trop, décoré de l'OTAN, encensé par tous les valets de l'audiovisuel à Paris. Il fallait voir par exemple le tapis rouge qu'il attendait chez Ruquier, Ruquier qui se payait la tête de tout le monde à ce moment-là, mais qui disait ce soir-là, ah mais mon général, long comme le bras. Donc les deux Villiers pour les Américains, pour la finance, pour Davos, pour le club des économistes de la planète et pour leurs domestiques des médias, c'est le moins dangereux des discours de droite, c'est celui auquel on peut lâcher la bride en cas de gros pépins avec Macron, c'est celui auquel on peut donner les clés. C'est celui qui te fait croire que tu es l'héritier de Maurice Barrès alors qu'en fait tu dînes au Rotary Club. D'ailleurs, tu apprends qu'il est, Philippe de Villiers, là, super bien avec Marion Maréchal, et ça ne m'étonnerait pas que Ménard s'entende bien avec lui aussi avant le poteau d'arrivée. Donc tout ça est très logique. Mais Gustave a ajouté, là où l'hypothèse de Léon m'intéresse, c'est qu'il y a tout un continent d'irrationnel, là, qui peut se réunir derrière lui. Il le sent depuis 30 ans. Il chante les louanges d'une France qui craint de disparaître, et elle lui répond. Il chante la légende nationale à travers son spectacle, et on peut dire que ça marche. La seule chose qu'il commence à craindre, c'est de comprendre finalement que tout ça menait quelque part. Moi, a dit Gustave, je crois qu'il va se déballonner comme le général Boulanger. Il va y avoir peut-être une Villiers-mania, peut-être, quand on va croire qu'il y va vraiment, surtout que comme ça, il va affaiblir la Le Pen, et puis finalement, il n'ira pas. Et là, Léon a dit le contraire, calmement. Il a dit, moi je sens que c'est un type sensible à l'appel des morts. Il est en train de comprendre qu'après lui, il n'y a plus personne pour rappeler qui nous avons été. C'est un peu comme le Japon qui a vendu son âme aux Américains après la guerre, mais qui a gardé l'empereur et toutes ses traditions. Eh bien, Villiers, c'est un peu l'équivalent du maintien de l'empereur au Japon. Il va réveiller tous les symboles, sauver l'unité de la nation, chasser les barbares. Moi, je te dis qu'il va y aller. Alors là, Gustave a fait de l'ironie. Il a dit sauver l'unité de la nation dans un pays peuplé de gens qui, à peine arrivés chez toi, disent qu'ils s'en foutent de tes règles et qui te menacent de guerre civile tout en faisant la queue aux allocations familiales. Je voudrais voir. Et Léon a répondu cette fois carrément sur le ton de la prophétie. Mais non, tout va bien se passer. Les habitants du Maghreb, par exemple, finiront par y retourner pour fonder une sorte de Californie européenne sur capitaux étrangers avec des palmiers partout, des panneaux solaires. Le pétrole, à l'époque, sera remplacé par une autre source d'énergie. L'Arabie Saoudite sera aplatie économiquement. La Russie va débarquer à Istanbul.
Et c'est là que le petit Vladimir, qui était là, très orthodoxe, très croyant, très amateur de prophétie, a dit « Léon a raison, toutes les mémés prophètes de l'orthodoxie disent que les Russes vont occuper la Turquie un jour ou l'autre avant la fin de l'Ancien Monde et que ça sera le début du Nouveau. » Mais moi j'aimerais bien savoir ce que Léon pense des troupes américaines qui débarquent en masse en ce moment à La Rochelle, soi-disant pour aller assurer la sécurité de la frontière polonaise dans le cadre de l'OTAN. Et là, Gustave a dit, à mon avis, c'est pour assurer surtout la sécurité en général dans chaque pays européen qui s'achiterait un peu trop, le nôtre en particulier. Quand tu vois les batailles rangées à coups de Kalachnikov dans les rues de Dijon et le massacre des innocents dans les autobus, tu te dis qu'il est quand même temps de dire à tout le monde les mains sur le mur, et c'est l'armée américaine qui va s'y coller. Ou russe, a dit Vladimir. Et là, je les ai interrompus tous les deux pour dire tout ça m'intéresse moins que l'opinion de Léon sur l'arrivée au pouvoir de Villiers puis du Fou. Là. Et j'ai voulu savoir, en ménageant un peu ses réticences, si Léon voyait la même chose que les voyantes russes ou si c'était le fruit d'une réflexion personnelle. Alors, avant d'entendre sa réponse, je vous rappelle que si ce type nous parlait des alignements de planètes, s'il était astrologue ou tireur de cartes de tarot, au village, on ne l'écouterait pas trop, mais il joue du piano comme un prodige, il calcule les racines carrées en 4 secondes, donc on a tendance à faire attention à ce qu'il dit. Et là, il nous a dit carrément que la France a un karma particulier parmi les nations. Avant la domination américaine, elle a toujours donné le ton, elle a répandu l'humanisme dans le monde, elle a répandu la notion des droits de l'homme, elle a fait changer la règle sociale dans la plupart des pays européens sous Napoléon. Et cette fois, grâce à Villiers, je crois, nous a-t-il dit, qu'elle va retrouver une voix véritablement prophétique contre l'ordre mondial. Il est le seul, ce type, à être capable de faire honte à la Chine sur Hong Kong, par exemple, à se prononcer contre le décervellement, l'esclavage économique, le cynisme financier. Il est le seul homme politique aujourd'hui qui soit capable de justifier une action future au nom du passé. Il est le seul à parler aux morts et en leur nom, à être assez cultivé pour ça. Le seul qui arrive à convaincre les gens qu'il a digéré en quelque sorte l'histoire de France. Mais moi, a dit Gustave, je suis presque sûr qu'il ne veut pas y aller. Eh bien moi aussi, a dit Léon en radoucissant encore le ton, je sais qu'il ne veut pas y aller, mais je suis presque sûr qu'il ira quand même. Parce que tout dans sa vie a été organisé en fonction de cette sortie par le haut, par le perron central si tu veux. À chaque nouvel obstacle, il a douté, il a dit finalement je ne suis pas fait pour ça. Il a fait mine de lâcher prise assez souvent en disant vous voyez bien que la Providence ne veut pas de moi. Mais là, récemment, quelque chose a changé. Alors Gustave a demandé quoi ? Il était tout d'un coup assez attentif quand même. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, la Providence veut bien. Maintenant, elle veut bien de lui. Villiers commence à comprendre que toutes les portes qui lui étaient fermées vont s'ouvrir. Il arrive même à circonvenir Macron en ce moment, qui a probablement déjà compris lui aussi. La finance, les oligarques mondialistes ont reconnu en Villiers, sournoisement, en son frère général de l'OTAN, un plan B assez commode. Villiers commence à craindre lui-même que ça devienne possible pour lui et il se dit, comme d'habitude, à la moindre difficulté sérieuse, j'annonce ma retraite, je dis que j'avais aucune ambition, or justement, toutes les difficultés vont s'aplanir. Et Léon a conclu provisoirement à mon adresse, tu vois, je ne fais pas de prophétie à proprement parler sur Villiers, sur lui-même, je veux dire, je te dis pas il va faire ceci ou cela, je dis que tous les obstacles vont disparaître pour le mener là où il doit aller parce que c'est écrit. Et moi, je ne fais jamais rien d'autre au fond que de lire ce qui est écrit, je suis seulement un déchiffreur. Et là, l'heure du repas nous a séparés, c'était le 14 juillet, or justement pendant le repas, ce jour-là, le président Macron nous a gratifié d'un bavardage insignifiant comme d'habitude et satisfait comme d'habitude. Et nous nous sommes retrouvés à l'heure du café après au même endroit pour nous dire d'abord qu'un défilé de militaires et de ministres entourés de 1000 précautions à la Concorde pendant qu'à la Bastille on battait le pavé par milliers sans masque et sans la moindre distance, c'était quand même un paradoxe complètement ridicule. L'un de ceux qui vont faire sombrer le régime. J'étais le seul à avoir vu l'entretien télévisé, mais Gustave, la veille, avait assisté à l'adresse présidentielle aux armées dans la cour de l'hôtel de Brienne, à la télé, je veux dire, et lui, ce qui l'avait frappé, c'était la nullité du président en français. C'était les arguments incompréhensibles martelés dans le désordre, m'a-t-il dit. Quand il improvise un discours, il emploie 30 mots de manière aléatoire. Votre engagement, ceci et cela. Vous êtes conscient des enjeux pour parvenir à l'excellence. L'engagement responsable qui est le vôtre à toutes et à tous.
la responsabilité devant les enjeux, le souci de l'excellence, ce qui porte votre action, etc. Alors Gustave a résumé en disant c'est vraiment un infirme de l'expression, un bourrin du vocabulaire. Donc il ne saura pas répondre en cas de situation insurrectionnelle par les mots habiles qui convient pour calmer le peuple, parce que dans ces situations-là, celui qui monte sur un bidon pour parler à la foule, celui qui dit écoutez-moi et qui arrive à faire taire tout le monde, aura toujours le dessus sur tous les autres. Et là, Léon, toujours avec son air calme, a dit « Mais Villiers, lui, n'a même pas besoin de monter sur un bidon pour attirer l'attention générale, c'est elle qui viendra le chercher. » Il va se dire, si la Providence le veut vraiment, elle saura où me trouver, je fais plus un seul pas, je fais comme si j'en avais pas envie. Et en fait, à plus de 70 ans, il n'en a pas envie probablement, mais il y a des moments où on est obligé de se rendre à l'évidence si elle se précise. Je te fais observer, me dit-il à moi, que la Providence, elle est comme ça, elle ne sert pas celui qui réclame, c'est comme dans les enfants à table, elle sert d'abord celui qui reste dans son coin et qui ne réclame pas. Or, pendant ce temps, Macron, qui est de la race de ceux qui réclament, comme Sarkozy par exemple, est en train de devenir aime le maudit. La foule va donc se retourner vers Villiers en lui disant allez-y, allez-y, vous êtes la seule solution pour finir au deuxième tour face à Marine Le Pen. Et alors, il va dire oui. Donc il va faire le caniche de l'Amérique, a dit Gustave. Alors là, justement, a répondu Léon, je n'en suis pas sûr. Justement quoi, dit Gustave, eh bien la Providence veille sur l'Europe, l'Amérique va avoir des problèmes internes très graves. Du genre, a dit Gustave, du genre interne, a dit Léon d'un air buté. Vladimir a essayé ensuite en vain de lui tirer une information sur le rôle de la Russie dans l'affaire. Il s'est contenté de dire les Russes vont prendre tout le monde par surprise. Il n'en a pas dit davantage. J'avoue que désormais, j'observe le visage de Philippe de Villiers avec plus d'attention qu'avant, et d'ailleurs je vous y invite et je vous tiens au courant si Léon voit quoi que ce soit d'autre dans les prochaines semaines. À bientôt, merci.